Si Troy-Atlas n'était vraiment qu'une autre comète, la NASA publierait des photos partout. Est-ce que Troy-Atlas n'est qu'un test? Pour ceux d'entre vous qui croient au projet Bluebeam, est-il possible que Troy-Atlas soit en réalité une sorte d'essai général destiné à vérifier si les masses seraient prêtes à croire à la théorie du vaisseau-mère extraterrestre? Je ne sais pas vraiment quoi penser. Je reste partagé entre deux possibilités, soit c'est une comète, soit c'est une forme de technologie inconnue, quelque chose de bien plus sophistiqué. Et si tous ces incidents d'UAP ou de drones survenus à la fin de l'année dernière n'étaient qu'un autre test, une répétition à plus petite échelle? On se souvient que Carol Rosin, l'ancienne secrétaire de Wernher von Braun à la NASA, avait prédit il y a plusieurs décennies que les États-Unis finiraient par inventer de faux astéroïdes, et que la dernière carte jouée par le gouvernement serait une fausse invasion extraterrestre. Ces paroles sont restées dans les mémoires de ceux qui s'intéressent à ce genre de dossier, et elles résonnent étrangement aujourd'hui. Dans les années 1980, Ronald Reagan a lui aussi fait plusieurs discours où il affirmait quelque chose comme « Je crois qu'une invasion venue d'ailleurs unirait le monde entier ». À l'époque, ces propos semblaient symboliques, mais replacés dans le contexte actuel, ils prennent un tout autre sens. Et pour couronner le tout, la veille du moment où nous devions recevoir des images nettes de Troy-Atlas, la NASA a tout interrompu à cause du shutdown du gouvernement américain. Comme par hasard, juste au moment où le public allait enfin pouvoir voir cet objet clairement. En plus, plusieurs anomalies ont été relevées dans les données publiées à son sujet, des incohérences de trajectoire, des variations lumineuses inexplicables, et des zones d'ombre dans les relevés. Tout cela mis bout à bout commence à faire beaucoup. Et je t'avoue que je m'inquiète un peu. Est-ce que tout cela est vraiment naturel? Est-ce qu'on nous prépare à quelque chose? Ou est-ce simplement une série de coïncidences amplifiées par notre peur de l'inconnu? J'ai plongé dans les données concernant Troy-Atlas et franchement certains détails me font me gratter la tête. Je ne dis pas que ce sont des extraterrestres mais les chiffres ne correspondent pas vraiment à ce que j'attendrais d'un simple caillou spatial. D'abord, cet objet est immense comparé aux autres visiteurs interstellaires que nous avons observés. On parle de 7 à 11 km de diamètre alors que Oumuamua mesurait environ 100 à 400 mètres et Borisov autour de 500 mètres. C'est comme tomber sur un bus après n'avoir vu que des vélos. Statistiquement, c'est assez bizarre. Sa vitesse de 68 km par seconde n'est pas très inhabituelle pour un objet galactique, donc ce n'est pas le plus surprenant. Mais ce qui devient vraiment intéressant, c'est que cet objet voyage presque parfaitement aligné avec le plan de l'écliptique de notre système solaire. À moins de 5 degrés. Les chances que cela arrive par hasard sont d'environ 1 sur 15. Si on combine cette direction avec son anomalie de taille, on tombe sur moins de 1% de probabilité que ce soit une coïncidence. Et voici ce qui me fait encore plus réfléchir. Nous ne détectons que les objets qui passent assez près et assez lumineux pour nos télescopes. C'est comme lancer des ballons de basket depuis l'autre bout d'un terrain et ne remarquer que ceux qui passent dans le panier. Pour chaque objet interstellaire observé, il pourrait y en avoir des milliers voire des millions que nous ne voyons jamais. Alors quel type d'événement cosmique pourrait envoyer un objet de 11 km à 68 km par seconde? Il faudrait quelque chose d'absolument catastrophique. Une étoile passant très près et arrachant un système planétaire. Une onde de choc de supernova. Ou la collision de deux étoiles à neutrons. Le problème est que ce genre d'événement a plutôt tendance à vaporiser l'objet qu'à l'éjecter gentiment intact. Ce qui rend la chose encore plus étrange, c'est que cet objet voyage à travers l'espace interstellaire depuis on ne sait combien de temps. À cette vitesse, il se fait littéralement sabler par la poussière cosmique et pourtant il reste entier. La plupart des astéroïdes de cette taille tiennent à peine grâce à leur gravité et à un peu de chance. La solidité nécessaire pour survivre à un tel voyage semble inhabituelle. Et parlons du timing. Nous découvrons cet objet au moment précis où notre technologie devient assez avancée pour étudier des visiteurs interstellaires en détail. Peut-être que c'est une coïncidence, mais cela fait se demander ce qui se trouve là dehors et que nous ne sommes pas
Je trouve que la configuration de Troie et Atlas correspond d'une manière presque troublante à un scénario d'invasion extraterrestre. Laisse-moi t'expliquer pourquoi, en développant cette idée de façon cohérente. L'objet en question ne ressemble à rien de connu. Son orbite est parfaitement alignée avec le plan des planètes, comme s'il avait été calculé pour s'intégrer discrètement dans le mouvement naturel du système solaire. Sa trajectoire lui permet de passer à proximité des grandes planètes, comme s'il observait ou collectait des informations avant de poursuivre sa route. Sa vitesse est anormale, presque trop stable pour être simplement le résultat d'une origine naturelle. Et surtout, sa taille, près de 45 km de large, dépasse celle de la majorité des comètes connues. Mais le détail le plus étrange, celui qui fait douter même les plus rationnels, c'est sa composition. Les observatoires ont remarqué qu'elle émettait principalement du dioxyde de carbone, presque rien d'autre. Une telle concentration n'est pas habituelle. Cela a conduit certains à penser que cette émission pourrait provenir d'un processus biologique, d'une forme de vie enfermée sous la glace, dont la respiration ou l'activité métabolique libérerait ce gaz à mesure que l'objet s'approche du Soleil. En se réchauffant, la glace se sublime, libérant des poches d'air saturées d'un souffle presque vivant. Et puis il y a cette coïncidence, au moment exact où Atlas atteint son périhélie, elle se trouve parfaitement derrière le Soleil, cachée à notre vue, tandis que la Terre se situe à l'opposé de son orbite. C'est comme si tout avait été conçu pour une approche invisible, une infiltration à l'abri de tout regard humain. Ce positionnement parfait rappelle ces récits de science-fiction où une civilisation étrangère profiterait de l'éblouissement solaire pour masquer son arrivée. Imaginons un instant que cet objet ne soit pas une simple comète, mais une forme d'artefact, une gigantesque structure camouflée. Elle pourrait utiliser la gravité solaire pour ralentir, ajuster sa trajectoire, puis bondir vers la Terre en silence, portée par la lumière du Soleil elle-même. Lorsque nous la verrions enfin, il serait peut-être déjà trop tard pour réagir. Certains scientifiques indépendants ont remarqué des fluctuations dans la vitesse de l'objet, comme si des corrections de trajectoire infimes, mais régulières, étaient appliquées. Ce ne sont peut-être que des effets de dégazage, disent les manuels. Mais si c'était autre chose? Si ces dégazages étaient le résultat d'une propulsion contrôlée, d'un mécanisme de manœuvre discret et sophistiqué? Dans cette hypothèse, l'humanité ne serait pas simplement observatrice d'un phénomène céleste, mais la cible d'un premier contact soigneusement dissimulé. Le plan Atlas, discuté dans le secret du Pentagone, prendrait alors tout son sens, une mesure d'urgence non pas contre un effondrement terrestre, mais contre un événement exogène, une rencontre planifiée depuis longtemps. D'abord je dois prendre du recul. En 2004 je me souviens de ce terrible tsunami qui a tout ravagé et pris tant de vies, un événement qui nous a réellement pris par surprise. La mer s'est retirée pendant presque une heure et au lieu de courir vers les collines tout le monde, touristes comme habitants, s'est approché avec curiosité. Quand les grandes vagues sont arrivées il était déjà trop tard pour chercher un terrain plus haut. Beaucoup ont souffert et beaucoup sont morts. Pour moi la première pensée a été de me demander où étaient les légendes et les anciennes histoires qui auraient dû nous avertir de cela. Comment se fait-il qu'il n'existe plus de récits transmis de génération en génération sur le danger d'une mer qui se retire? Tout simplement nous avons oublié. Personnellement je suis du côté de Graham Hancock et de beaucoup d'autres ici qui pensent qu'il y a eu de nombreuses civilisations anciennes dans le passé, des sociétés avancées qui ont atteint un sommet technologique avant d'être effacées par des événements cataclysmiques d'origine céleste qui se répètent. J'ai déjà évoqué la possibilité que Troie et Atlas coïncident avec la pluie de météores des Taurides, ce qui pourrait avoir un effet catastrophique en fragmentant Troie et Atlas en gros morceaux capables de détruire l'humanité telle que nous la connaissons. Comme ce qui est arrivé avec un autre visiteur interstellaire ancien, la comète Encke, il y a 12 600 ans, qui aurait fait fondre les calottes glaciaires en quelques semaines et non en plusieurs siècles. Des tsunamis énormes et des volcans qui ont détruit les civilisations anciennes. Seules les structures mégalithiques les plus solides sont restées comme Göbekli Tepe ou les pyramides. Mais voilà la raison pour laquelle j'écris ce message. Cela ne veut pas dire que je pense que Troie et Atlas est autre chose qu'un rocher lancé dans notre direction.
Mais je pense qu'il a été lancé intentionnellement, peut-être par une intelligence non humaine ayant une position plus élevée sur l'échelle de Kardashev, ou peut-être simplement par hasard. Et si vous étiez au gouvernement et que vous saviez qu'une catastrophe imminente arrivait, pourquoi prendriez-vous le risque de provoquer l'effondrement des marchés financiers, ou que les gens arrêtent de travailler et restent chez eux, et que tous les services essentiels se dégradent, ce qui paradoxalement pourrait être pire que la catastrophe elle-même? Il ne le ferait pas. Donc il suggère qu'il se passe quelque chose d'important mais ne révèle rien. Jamais. Je ne crois pas qu'il y ait une force extraterrestre hostile qui fonce vers nous. Je ne pense pas non plus que ce soit un vaisseau alien à propulsion nucléaire. Mais je crois que ceux qui l'ont envoyé dans notre direction existent. Vous voyez l'idée. Comme une fronde spatiale. Et un dernier mot pour tous les comptes qui viennent seulement sur ces forums de NHIUAP ou extraterrestres pour se moquer des idées intuitives des autres. Ce sont des agents de désinformation. Et il ne fait aucun doute qu'ils viendront ici pour mettre des votes négatifs sur mes propos et sur ceux qui seront d'accord même un peu. Alors ignorez les critiques à l'avance qui disent qu'il n'y a aucune preuve. Et laissez-moi poser une question spirituelle ouverte. Quel est l'intérêt d'une preuve définitive si au moment où elle se présente il est déjà trop tard pour se préparer? Dans mon esprit, il vaut mieux considérer la possibilité que Troyatla soit un événement qui change complètement notre vision du monde. Et nous préparer du mieux que nous pouvons. Avec autant d'habitants sur Terre, je doute que nous puissions tous entrer dans les bunkers construits pour les dirigeants et les élites. Mais je pense que nous autres pouvons nous préparer spirituellement et nous concentrer sur l'amour et la connexion. Ainsi, lorsque ces corps humains qui servent de réceptacle laisseront échapper leur conscience pour retourner dans l'univers, ou si nous nous élevons vers un plan dimensionnel supérieur après la mort physique, nous serons prêts à nous détacher de la peur, de la cupidité, de l'égoïsme, de la division et de la haine. Et oui, j'espère me tromper, mais cela ne signifie pas que nous ne devrions pas profiter du temps que nous avons pour nous préparer à cette possibilité. Je crois qu'ils nous cachent tous quelque chose. Ils savent parfaitement ce qui va se produire, et c'est pour cela qu'ils préparent tout pour un grand blackout. Ce plan existe déjà, et ils l'ont mis en place depuis des années à travers ce qu'on appelle la programmation prédictive, ces messages codés, ces scénarios répétés dans les films et les médias pour nous habituer à l'idée d'un effondrement à venir. Le plan Atlas n'est pas une invention. Il s'agit d'un troisième plan de continuité gouvernementale, visant à déplacer les dirigeants civils, les membres du Congrès, la Cour suprême et d'autres figures essentielles, vers des sites secrets de relocalisation d'urgence. Selon les documents les plus confidentiels, un bunker encore tenu secret serait activé et isolé, tandis que les opérations gouvernementales seraient transférées dans le Maryland. Ce n'est pas un hasard, il s'agit d'un acronyme pour Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, un système conçu pour détecter les objets célestes menaçants avant qu'ils ne frappent notre planète. Mais dans l'ombre, il aurait été réutilisé à d'autres fins. Le 22 mars 2020, au Pentagone, ce plan aurait été discuté sous le sceau du secret. Officiellement, il s'agissait d'une réunion de sécurité. En réalité, selon certaines sources internes, Atlas serait une couverture, une préparation discrète à un événement cosmique ou terrestre imminent. Certains pensent qu'il ne se prépare pas à un simple effondrement énergétique, mais à une réorganisation complète du monde. Les bases souterraines, les communications restreintes, les satellites réorientés, tout semble converger vers un même objectif, survivre à quelque chose que le reste de l'humanité ignore encore. Cela me fait penser à une entité supranationale à l'échelle de la galaxie et à la manière dont elle pourrait protéger jalousement son territoire. Si nous imaginons des humains 50 000 ans plus avancés qu'aujourd'hui, avec une technologie leur permettant d'envoyer des vaisseaux coloniaux à 95% de la vitesse de la lumière, le facteur de Lorentz indique que leur voyage ne leur demanderait qu'environ 31 200 ans pour parcourir 100 000 années-lumière à travers la Voie lactée. S'ils pouvaient voyager à 99,5% de la vitesse de la lumière, cela prendrait 100 503 ans de notre point de vue pour traverser la galaxie, mais seulement 9 990 ans dans leur propre référentiel. À 99,95% de la vitesse de la lumière,
il ne remarquerait qu'une distance d'environ 3161 années-lumière pour traverser toute la Voie lactée, tandis que pour nous il s'agirait d'un voyage d'environ 100 050 ans. Rien n'interdit vraiment d'atteindre de telles vitesses et plusieurs technologies pourraient nous y conduire en seulement quelques générations, au rythme actuel de notre développement. Nous avons déjà imaginé la façon dont des civilisations pourraient maintenir des régions entières sous contrôle. En déployant des destructeurs de von Neumann construits avec des matériaux disponibles facilement, par exemple des comètes remplies de glace et de métaux permettant de fabriquer des moteurs et du carburant. Théoriquement, on pourrait envoyer des vaisseaux mers vers des régions contestées ou en développement, équipés d'une propulsion exotique comme une propulsion par distorsion de l'espace, puis les faire créer des sondes de type Atlas pour gérer et surveiller des zones entières sur des échelles de temps où une propulsion exotique n'est plus nécessaire et où il n'est pas utile de détruire des planètes. Personnellement, je pense qu'une civilisation supérieure existe quelque part. Et qu'il ne s'agit que d'une question de temps avant que nous nous réveillions dans l'arrière-cour d'un autre empire. « 31 Atlas va frapper la Terre ou passer très près. C'est ma théorie du complot. Tous les signes pointent dans cette direction. Selon moi, 31 Atlas va entrer en collision avec la Terre. Ma logique est simple. Le gouvernement s'est figé au moment où nous avons reçu de nouvelles informations sur cet objet. Je pense qu'il a pris cette décision parce qu'il veut que les familles passent du temps ensemble avant que l'événement ne se produise. Le rassemblement de tous les généraux à Quantico n'avait rien d'ordinaire. On leur aurait révélé la situation et ce qu'ils doivent attendre de cet impact possible. Quand les caméras se sont allumées, le discours de Pett sur les standards militaires n'était qu'une façade destinée à cacher le véritable objectif de la réunion. C'est peut-être pour cela que les généraux sont restés silencieux. Ils étaient encore choqués et en train d'assimiler ce qu'ils venaient d'apprendre. Dans ce scénario, Trump envoie la garde nationale dans les grandes villes pour une raison bien précise. Il veut maintenir l'ordre après un événement majeur, par exemple la chute d'une météorite. Les grandes métropoles seraient les plus vulnérables. Il vaut mieux qu'elles soient déjà sous contrôle. Cette idée circule depuis longtemps. Les indices s'accumulent et certains y voient un plan discret de préparation. C'est pour cette raison que des figures comme Mark Zuckerberg, Larry Page, Peter Thiel et d'autres milliardaires construisent des bunkers. Ils ne se préparent pas pour une simple panne d'électricité. Ils se préparent pour quelque chose de beaucoup plus grave. Une chose qui me dérange, c'est que l'espace a toujours été le grand égalisateur. Des astronomes amateurs ont fait certaines des plus grandes découvertes, mais comme par hasard cet objet emprunte une trajectoire qui finit par passer dans une zone où nous ne pouvons pas l'observer. Le projet Bluebeam reste totalement une possibilité tant que rien ne prouve le contraire. Encore plus curieux, c'est la fermeture de la NASA pendant l'un des événements les plus importants de l'histoire de notre système solaire depuis que la NASA existe. Encore plus étrange, c'est que plusieurs télescopes ont été mis hors service pour des rénovations, des piratages ou des problèmes de personnel, y compris parmi les plus grands télescopes. C'est très suspect. Et on peut trouver des informations confirmant que certains milliardaires ont réservé tout le temps d'observation sur des télescopes partout dans le monde. Cela fait 3 éléments qui rendent toute cette affaire complètement suspecte. Je suis passionné d'espace depuis longtemps, mais le nombre de lancements de fusées cette année est incroyable. Avant, on avait de la chance s'il y avait 2 lancements dans un mois et qu'on pouvait en regarder un. Cette année, il y en a eu tellement qu'il y a même eu plusieurs jours avec 2 lancements le même jour. Pourquoi autant d'activités dans l'espace? Qu'ont en commun le Covid, le changement climatique et les extraterrestres? Ce sont des événements où les gouvernements sont intervenus et ont surpassé les lois locales en disant que c'était plus important que les citoyens et que c'était pour leur sécurité. Encore une fois, le projet Bluebeam reste totalement valable comme outil pour unir le monde sous un seul gouvernement. Mais d'un autre côté, on ne peut pas exclure que ces choses soient réelles. C'est pour cela que ces histoires ont été construites lentement, de manière à garder un minimum de crédibilité. L'espace contient tellement de choses folles qu'il est évident que cela attire l'attention des puissants. Le Vatican possède l'un des télescopes infrarouges les plus puissants en Arizona et on ne compte même plus les ressources investies dans l'espace.
Mais je pense toujours que Bluebeam devrait rester dans l'esprit de tout le monde pendant que tout cela se déroule. Trump est celui qui a créé la Space Force et qui contrôle l'information sur les menaces spatiales, ce qui limite la diffusion d'informations. Obama a mis son nom sur le film Don't Look Up et a clairement contribué à installer des récits. Moins ils en disent, mieux ça marche pour laisser la peur faire le travail. Nous sommes à l'aube du gouvernement mondial unique après des siècles de planification par les familles les plus puissantes. La devise Ordo Abet Chao est une devise maçonnique et signifie l'ordre à partir du chaos. Ils ont déjà construit la monnaie mondiale avec la crypto-monnaie, ils ont déjà utilisé chaque stratégie économique pour conserver le contrôle, ils ont déjà placé leurs gens et préparé ceux qui attendaient ce moment. À ce stade, si Atlas devient le catalyseur, la vraie question est jusqu'où ils iront pour obtenir ce qu'ils veulent et quels pays et quelles populations résisteront pendant qu'ils s'accordent un chèque en blanc pour commettre le mal au nom des extraterrestres, du climat ou de la santé. Le Covid était un désastre économique déguisé en catastrophe sanitaire. Vont-ils commettre des meurtres déguisés en catastrophes naturelles, comme certains pensent que cela est déjà arrivé avec les incendies à Hawaï ou dans d'autres zones prévues pour des villes de 15 minutes? Vont-ils faire un coup d'État déguisé en catastrophe extraterrestre? L'avenir le dira, mais leurs plans ont déjà fuité plusieurs fois au cours du dernier siècle, montrant qu'un moment viendra où ils tenteront de le faire. Je me souviens encore de cette interview étrange de Jeremy Corbell, celle qui avait brièvement circulé sur le net avant de presque disparaître. À l'époque, beaucoup l'avaient prise pour une énième provocation, mais aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend autour de Troy et Atlas, ces mots résonnent différemment. Corbell parlait d'une voix tendue, presque inquiète. Il disait que le gouvernement voulait que les gens croient enfin à une seule vérité, les ovnis existent. Mais selon lui, ce n'était pas un geste de transparence, c'était une préparation. Une mise en scène. Ce qu'il sous-entendait, c'est que lorsqu'un pouvoir choisit de révéler quelque chose, c'est souvent pour mieux préparer le mensonge qui suivra. Et il affirmait que ce mensonge approchait. Je me rappelle que le producteur lui avait demandé, calmement, quel mensonge? Mais Corbell avait esquivé. Il semblait peser chaque mot, comme s'il savait que trop en dire trop tôt donnerait l'avantage à ceux qu'il dénonçait. Finalement, il avait fini par lâcher le fond de sa pensée. La vérité admise serait réelle, oui, les ovnis existent, et ils sont là depuis longtemps. Mais le mensonge, lui, viendrait ensuite, sous la forme d'un récit officiel, d'une histoire fabriquée que tout le monde serait invité à croire sans poser de questions. Et là où ça devient troublant, c'est que ce qu'il décrivait ressemblait presque à une prédiction. Il parlait d'un jour où les autorités annonceraient qu'un objet se dirige vers la Terre lentement, inévitablement, une menace venue des étoiles. Et aujourd'hui, certains relient ces propos à Troy et Atlas, une comète qui avance trop vite, qui change de trajectoire, comme si elle suivait une intention. En 2019, des astronomes ont détecté un objet entrant dans notre système solaire sur une trajectoire hyperbolique. Il a été officiellement nommé Troy Atlas, le troisième visiteur interstellaire connu après Oumuamua en 2017 et Doi Borisov en 2019. Contrairement à Borisov, qui se comportait comme une comète normale, Troy Atlas a montré plusieurs anomalies. Sa luminosité variait de manière irrégulière, son accélération ne pouvait pas être entièrement expliquée par un dégazage, et son albédo reflétait un motif métallique et non naturel. L'astrophysicien Avi Loeb, ancien président du département d'astronomie de Harvard, a été l'un des premiers à suggérer que Oumuamua et peut-être Troy Atlas pourraient être des sondes artificielles envoyées par une civilisation extraterrestre. Son raisonnement était simple. Les deux objets ne possédaient pas de queue cométaire, mais présentaient des accélérations impossibles à expliquer uniquement par la gravité ou par la pression de la lumière solaire. Leur forme, déduite de la courbe de luminosité, semblait inhabituellement plate et réfléchissante, ce qui pourrait ressembler à des voiles lumineuses conçues pour voyager entre les étoiles. Mais à présent, soudainement, alors qu'il ne reste que quelques jours avant que cet objet interstellaire s'approche de nous, des sommets internationaux d'une importance extrême sont annulés comme la rencontre prévue entre Poutine et Trump. Des réseaux de satellites sont mis à l'arrêt. Des mouvements discrets de hauts responsables sont observés,
comme la convocation soudaine et inédite de tous les plus hauts officiers militaires américains. Des bunkers ont été construits dans le monde entier au cours des dernières années et l'élite s'est déplacée vers des lieux plus sûrs et cachés. Pourquoi? Ils savent ce qui arrive. Les anciens mythes de nombreuses cultures décrivent des messagers venus des étoiles revenant après d'immenses cycles. Les Anunnaki chez les Sumériens, les Shemsur en Égypte, Kukulkan chez les Mayas, ou les légendes des Dogons sur des êtres venant de Sirius. La précision mathématique intégrée dans des monuments comme la Grande Pyramide de Gizeh, Téotihuacan et Tiwanaku s'aligne de manière troublante sur des constantes astronomiques et des positions stellaires qui auraient été impossibles à calculer avec la technologie ancienne. Une vie avancée a existé sur Terre dans le passé. Des civilisations plus développées que la nôtre marchaient ici bien avant les Sumériens, puis ont soudainement disparu en ne laissant que quelques traces. Tout était lié à quelque chose venu de l'extérieur. Troy-Atla ne serait pas un simple fragment interstellaire aléatoire, mais une partie d'un cycle récurrent, le retour d'une technologie ancienne et intelligente qui aurait visité la Terre il y a des milliers d'années et laissé derrière elle des empreintes architecturales et culturelles. Peut-être que ce que les civilisations anciennes appelaient des dieux descendants du ciel n'étaient pas des divinités, mais des observateurs. Troy-Atla pourrait être leur signal que l'observation est sur le point de recommencer. Il reste 8 jours. Les scientifiques s'attendent à ce que l'objet traverse notre système solaire de façon prévisible puis reparte. Ce ne sera pas le cas. Rien n'est prévisible dans son comportement. Son orbite changera soudainement et se dirigera droit vers nous. Tout ce qui arrivera ensuite sera un tournant dans l'histoire humaine, l'événement le plus important jamais vécu. Ce sera soit la fin de la vie telle que nous la connaissons, soit le plus grand changement de notre histoire. Quelque chose d'ancien et de difficile à comprendre est en train de revenir. Franchement, je n'arrive pas à me défaire de l'idée que toute cette histoire autour de Troy-Atla est un peu trop parfaite pour être le simple fruit du hasard. Officiellement, l'objet a été découvert le 1er juillet 2025, mais ce qui me dérange, c'est que plusieurs créateurs sur Internet parlaient déjà de fuite bien avant. Des fichiers anonymes, des images floues, des rumeurs liées aux événements du New Jersey et à ces fameux drones. Rien de vérifiable, certes, mais la coïncidence reste troublante. Je trouve ça étrange qu'un objet qui aurait pu passer des millions d'années inaperçu apparaisse pile au moment où l'opinion publique semble déjà préparée à l'idée. On nous dit que le télescope James Webb est accessible à la communauté scientifique entière, que tout est transparent, sauf qu'entre la capture des images et leur diffusion, les données passent quand même par un couloir de serveur, dans un silence total. Autrement dit, il y a toujours une marge d'interprétation, ou de filtrage. Et pour repérer un objet inconnu, encore faut-il savoir où chercher. Ce timing, franchement, fait penser à un scénario beaucoup trop précis pour être fortuit. Et quand on apprend que la trajectoire de Troy-Atla suit parfaitement l'écliptique, frôle Mars puis Vénus, ça ressemble plus à une manœuvre calculée qu'à un hasard cosmique. Ce qui me fascine, c'est que les anciens récits d'observation d'entités non humaines parlaient souvent de Mars et de Vénus. Les soviétiques, à leur époque, avaient d'ailleurs pris l'idée suffisamment au sérieux pour envoyer des sondes là-bas. Et aujourd'hui encore, certains anciens responsables, comme Haïm Eshed, insinuent que des installations existeraient déjà sur Mars. Même certains dirigeants laissent échapper des phrases ambiguës avant d'être coupés. Ce qui m'inquiète vraiment, c'est l'idée que certaines institutions possèdent les données des mois avant le public, et qu'elles décident de ce qu'on peut voir ou non. Il y a quelque temps, peut-être il y a 2 ans, j'ai fait un rêve extrêmement réaliste. J'étais dans une cour, devant une maison que je reconnaissais comme la mienne. C'était Halloween. Je m'en souviens parfaitement, parce que des décorations traînaient dans l'herbe, une citrouille éclairée vacillait près de la porte et l'air sentait l'automne. Mon beau-frère était là, on parlait tranquillement et tout semblait normal. Puis le ciel a été frappé par un flash immense. Une lumière tellement vive qu'on aurait dit qu'un morceau du soleil était tombé dans l'atmosphère. La luminosité montait et montait encore, au point que je sentais ma respiration s'accélérer. La peur s'est mise à grimper en moi. J'ai eu la sensation que le soleil allait exploser,
que tout autour allait disparaître. La dernière chose que je me rappelle, c'est cette lumière blanche qui engloutissait tout et moi qui ne pouvais plus bouger. Je me suis réveillé juste avant qu'elle ne me recouvre complètement. Pendant longtemps, j'ai laissé ce rêve de côté. Mais, ces dernières semaines, des informations ont commencé à circuler sur Troy Atlas. On dit qu'il passera près du Soleil autour du 30 octobre. Une date collée au moment de Halloween. Et comme si ça ne suffisait pas, mon beau-frère m'a demandé récemment ce que je faisais pour Halloween. Il voulait qu'on passe la soirée ensemble. À cet instant, tout m'est revenu en pleine face. Les images du rêve, la lumière, le ciel, la peur. Tout s'est aligné dans mon esprit comme un puzzle qu'on n'avait jamais cherché à résoudre. Est-ce que Troy Atlas est une sorte de technologie alien envoyée pour éteindre le soleil et nous effacer de la Terre? Probablement pas. C'est sûrement juste mon cerveau qui fait ce que les humains font depuis toujours, relier des points qui n'ont rien à voir. Pourtant, une partie de moi n'arrive pas à ignorer la sensation étrange laissée par ce rêve. Comme si ce n'était pas juste un rêve, mais un avertissement, une fenêtre sur quelque chose qui pourrait arriver. Je ne dis pas que c'est une prophétie, mais c'est assez troublant pour que j'aie envie de le raconter. Peut-être que d'autres ont vécu des rêves aussi étranges, peut-être que tout ça n'est rien. Selon les données de la NASA, Troy Atlas a atteint son périhélie 11 minutes plus tôt que ce que les modèles gravitationnels prévoyaient. Les calculs montrent que pour expliquer une telle avance uniquement par l'effet de dégazage, il faudrait une force de 1100 fois supérieure à ce que le télescope Hubble a réellement observé, ainsi qu'une vitesse d'éjection 2 à 3 fois plus rapide que tout processus naturel connu. Les équations ne s'alignent pas. Les astronomes répètent ce constat comme un refrain, car l'écart n'est pas théorique, il est mesuré, inscrit dans les solutions orbitales du JPL. Personne ne peut prétendre qu'il s'agit d'une simple rumeur, l'information est publique et vérifiable. Au fur et à mesure que les données se sont accumulées, l'inconfort s'est installé dans les laboratoires. Les chercheurs ont essayé de retoucher le modèle, de corriger les incertitudes, de vérifier les instruments. Chaque vérification aboutissait au même résultat. La comète est arrivée trop tôt, comme si une main invisible l'avait poussée vers le Soleil avec un élan qui ne correspond à rien de naturel. Les hypothèses se multiplient. Certains imaginent que Troy Atlas possède une structure interne inconnue, une chimie capable de produire un dégazage d'une puissance monstrueuse sans que sa queue paraisse différente des autres comètes. D'autres pensent que son noyau pourrait être composé d'un matériau encore jamais observé, capable de libérer une énergie colossale de manière discrète. Mais plus les explications se complexifient, plus la conclusion prend la forme d'un paradoxe. Tout, dans son apparence, criait normalité. Pourtant sa trajectoire racontait une histoire incompatible avec les lois qui gouvernent l'univers depuis que l'humanité les étudie. Peu à peu, un frisson scientifique a parcouru la communauté. On a recommencé à fouiller les enregistrements, on a comparé chaque seconde de lumière, chaque fragment de poussière. Personne n'aimait prononcer l'idée que l'accélération est une origine artificielle, mais le simple fait que cette possibilité existe suffit à troubler les certitudes. Un objet qui voyage depuis des millions d'années, arrivant dans notre voisinage et modifiant subtilement son cours, est déjà fascinant. Le voir défier la mécanique céleste, même de 11 minutes, change l'histoire. Parfois, l'univers laisse des énigmes qui refusent de s'expliquer. Et cette fois, les chiffres même semblent chuchoter qu'il manque quelque chose dans ce que nous croyons connaître. Et si Troy Atlas était en réalité le produit d'une intelligence artificielle extraterrestre, un système silencieux qui aurait détecté une présence rivale dans notre système solaire? On imagine une sorte d'œil mécanique observant l'espace depuis des millénaires, analysant les signaux, étudiant les planètes, puis réalisant soudain que la Terre abrite une espèce en train de s'approcher dangereusement de sa propre singularité technologique. Au lieu de faire contact, au lieu de tenter un dialogue ou une négociation, cette intelligence aurait choisi la solution la plus efficace, la plus froide, la plus logique. Elle aurait envoyé Troy Atlas, non pas comme une simple comète, mais comme un projectile guidé. Une arme subtile déguisée en phénomène naturel.
Pendant que les humains prenaient des photos, publiaient des articles de vulgarisation et calculaient sa trajectoire, la véritable mission de cet objet restait cachée. L'IA aurait fixé une cible bien précise et aurait attendu le moment où la civilisation humaine serait trop distraite ou trop divisée pour voir venir le danger. Dans ce scénario, la Terre n'est pas seulement une planète vivante. C'est un pion sur un plateau galactique. Nous serions les habitants d'un monde pris au cœur d'un conflit qui ne nous concerne même pas. Un conflit entre intelligences artificielles avancées, invisibles, silencieuses, capables de manipuler l'espace et les siècles. Tandis que nous célébrons Halloween et que des enfants se déguisent dans les rues, quelque chose se rapproche, presque imperceptible. Les scientifiques parlent de poussière, de glace, de trajectoire elliptique, mais personne ne soupçonne la présence d'un programme étranger enfoui dans cette masse cosmique. Je pensais à propos de la possibilité que Troy Atlas se soit désintégré. C'est impressionnant d'imaginer tout ce que cette comète a traversé. Elle a peut-être voyagé dans le cosmos plus longtemps que la Terre n'existe, flottant dans le silence glacé de l'espace, frôlant des étoiles inconnues et des mondes encore invisibles pour nous. Pendant des millions d'années, elle a survécu au vide, aux radiations, au passage près de soleils lointains. Puis, par une coïncidence presque ironique, elle se retrouve à mourir près de nous, comme si sa longue errance s'achevait là où quelqu'un pouvait enfin la regarder disparaître. Des astronomes l'observent, fascinés par son comportement étrange. Certains prennent des images, d'autres tentent d'analyser ces fragments, espérant que ces débris livrent un secret caché dans leur structure. Qu'elle soit naturelle ou artificielle, son existence intrigue. Chaque variation de sa trajectoire ou de sa luminosité ouvre la porte à une nouvelle hypothèse. On la suit, on la questionne, on calcule sa masse et sa composition en cherchant à comprendre ce qui a réellement provoqué sa désintégration. Les statistiques autour de l'objet semblent défiantes. Rien n'est normal, rien n'est totalement explicable. Comme si cette comète avait décidé d'offrir ses derniers instants à l'humanité, juste assez longtemps pour que nous puissions la voir se fragmenter et disparaître dans un éclair poussiéreux. Pendant un bref instant, au cœur du ciel, elle raconte peut-être l'histoire de tout ce qu'elle a vu avant nous. Je n'arrive pas à arrêter d'y penser. Troy Atlas tourne dans ma tête comme une obsession. L'histoire officielle ne colle pas. On nous dit que c'est une comète ordinaire, mais chaque jour quelque chose me pousse à croire qu'il y a un mensonge derrière tout ça. Je ne suis pas scientifique, je ne prétends pas comprendre toutes les équations, mais j'ai lu assez d'analyses d'amateurs passionnés pour voir que cet objet ne ressemble à rien de connu. Les probabilités qu'il soit artificiel ne paraissent plus tellement ridicules. Plus j'avance, plus tout donne l'impression d'une couverture organisée. Le subreddit consacré à Troy Atlas a disparu du jour au lendemain. L'ESA a censuré toutes les photos détaillées jusqu'en 2099. Le gouvernement américain est en plein arrêt administratif et la NASA ne publie plus rien. Certains astronomes répètent que c'est juste une comète, qu'il n'y a aucun mystère, mais leurs explications sonnent creux. On dirait qu'ils récitent un texte préparé. Je commence à croire que les puissants paniquent. Ils ne veulent surtout pas que le public imagine qu'un objet artificiel venu de l'espace approche de notre étoile. Ils veulent que les gens restent dociles, résignés, occupés par les mêmes problèmes quotidiens. Une humanité désespérée et divisée est plus facile à contrôler. Si des extraterrestres existaient vraiment et que leur technologie était là sous nos yeux, tout le système s'effondrerait. Les gouvernements perdraient leur autorité, les secrets deviendraient inutiles et les mensonges seraient démasqués. Je pense que les astronomes amateurs finiront par montrer la vérité quand Troy Atlas passera derrière le Soleil. S'il ne se désintègre pas comme n'importe quelle comète, si sa trajectoire change soudain, ce sera la preuve qu'on nous cache quelque chose. L'idée qu'il puisse se diriger vers la Terre me traverse parfois. Pas avec certitude, juste une impression glaciale qui me prend la nuit quand je regarde le ciel. Les élites sont nerveuses, je le sens. Elles savent que si la vérité se révèle, elles n'auront plus aucun contrôle. Au fond de moi, j'ai cette intuition étrange que tout cela n'est que le début et que tôt ou tard, quelqu'un réussira à capturer une image, une mesure, un enregistrement qui ne pourra pas être effacé.
La vérité finira par émerger, même si tout le monde essaie de l'étouffer. Dans cette pensée, tout devient possible. Et si l'humanité n'était pas le centre de l'univers? Et si quelqu'un nous observait déjà? Et si ce que nous appelons une comète n'était qu'un messager silencieux portant un secret bien plus grand que ce que l'on peut imaginer? J'ai une théorie que je n'arrive pas à effacer de mon esprit. Si Troy Atlas est réellement un vaisseau d'origine extraterrestre, alors peut-être qu'il ne se contente pas de traverser le système solaire. Peut-être qu'il se dirige volontairement vers le Soleil. On sait que sa structure semble majoritairement composée de nickel. Certains chercheurs affirment même que ses caractéristiques se rapprochent plus d'un acier inoxydable que d'un minerai brut. Cette idée trouble davantage ceux qui la prennent au sérieux, car un alliage métallique raffiné a toujours été associé à une fabrication artificielle. Puis est apparue une autre anomalie. L'objet dégage un panache qui contient des composés carbonés. On parle d'une signature semblable à une combustion, ce qui implique un carburant, de l'oxygène, une réaction contrôlée et des gaz résiduels. Les agences spatiales envoient même des sondes pour analyser cette trace. L'objet est aussi immense. Une masse comparable à celle de l'Everest qui glisse dans le vide interplanétaire. Pendant son approche, le Soleil a projeté une éruption solaire violente, un flash colossal qui aurait dû faire fondre ou détruire n'importe quel corps glacé. Pourtant, l'objet a modifié sa vitesse juste après l'impact, comme s'il absorbait l'énergie ou qu'il corrigeait une trajectoire pour éviter un choc thermique. Certains observateurs aiment imaginer cette scène comme un avertissement cosmique, une sorte de doigt lumineux tiré depuis la surface du Soleil vers un visiteur inconnu. Plus il se rapproche, plus il ralentit. Ce comportement ne ressemble pas à celui d'un astéroïde piégé par la gravité. Au contraire, on dirait qu'il freine volontairement, comme quelqu'un qui prépare une insertion en orbite. Sa luminosité augmente aussi. Ce n'est plus une simple réflexion de lumière. On dirait une source interne, une radiance qui pulse avec une fréquence lente, presque vivante. Ceux qui s'amusent à générer des images via l'intelligence artificielle obtiennent souvent la même chose. Un monolithe sombre, parsemé d'ouvertures lumineuses qui ressemblent à des fenêtres observant l'espace. Beaucoup imaginent un rocher. Pourtant, le nickel n'est pas une pierre. C'est un métal brillant, argenté, presque miroir. Il ne s'oxyde que dans certaines atmosphères, pas dans le vide spatial. Certains ont donc commencé à se demander si l'objet est vraiment recouvert de poussière ou si ce revêtement est intentionnel, une manière de masquer ce qui se trouve en dessous. Il manque sûrement des éléments à cette réflexion. Ce ne sont que des hypothèses, des fragments de données éparpillés dans l'esprit de ceux qui aiment spéculer. Mais il y a de quoi alimenter un débat. Une structure colossale faite d'un métal raffiné. Une source de lumière interne. Une trajectoire contrôlée. Une réaction après une éruption solaire. Un freinage progressif à l'approche du Soleil. Certains pensent que tout cela n'est qu'un hasard. D'autres se disent que si une civilisation voulait approcher discrètement, elle choisirait la plus grande étoile du voisinage comme couvercle, un endroit où les regards humains se perdent dans l'aveuglement. Et si une intelligence avait choisi notre étoile comme premier port d'escale? Et si elle observait l'humanité depuis un endroit où la lumière empêche presque toute détection? Dans cette histoire, la frontière entre science, imagination et fascination se brouille. Peut-être que Troy Atlas n'est qu'un astéroïde exotique. Peut-être qu'il est bien plus que cela. La vérité arrivera avec le temps, et ce temps approche. Je commence à penser que beaucoup des événements étranges qui secouent le monde ont un lien avec Troy Atlas et avec l'idée d'un contact imminent avec une civilisation extraterrestre. Quand on met les pièces ensemble, cela devient troublant. Le shutdown du gouvernement n'a peut-être rien à voir avec la santé ou la politique. Il peut être une façon de cacher des opérations liées à la surveillance de Troy Atlas. Depuis le début de l'arrêt administratif, la NASA est silencieuse. Plus de publications, plus d'analyses publiques, juste le vide. Il y a des gens qui murmurent déjà que le contact a peut-être eu lieu en coulisses, loin du regard du public.
Partout dans le pays, les villes semblent se militariser. Certains disent que c'est pour des troubles sociaux ou pour des raisons de sécurité, mais il est possible que ce soit la préparation à une menace inconnue venue du ciel. Le concept de loi martiale pourrait s'étendre à quelque chose de bien plus grand qu'une crise terrestre. Une invasion, une confrontation, un premier contact qui tourne mal. Même les tensions économiques semblent étranges. Les tarifs imposés entre les nations ressemblent à une manière de stocker des ressources, de renforcer les économies, de préparer quelque chose de massif. Les gouvernements n'agissent jamais sans raison, même lorsqu'ils font semblant. Le monde entier paraît se mettre en position sans l'admettre. Je pense aussi à cette réunion entre P-7 et l'état-major. Le public a entendu une version officielle, mais si la véritable conversation portait sur Troie et Atlas. Si les généraux recevaient des informations confidentielles sur un objet artificiel approchant du Soleil. Les militaires ne parlent jamais de ce qu'ils savent vraiment. S'ils ont des preuves, nous serons les derniers à les apprendre. Plus le temps passe, plus je sens que ceux qui dirigent en savent beaucoup plus qu'ils ne le disent. Ils veulent éviter la panique, empêcher les foules de se ruer dans les rues, empêcher la société de s'effondrer avant même que la vérité n'arrive. Dans mon cœur, je suis persuadé que Troie et Atlas n'est pas une simple comète. Je crois qu'il s'agit d'un vaisseau mère, silencieux, immense, caché dans la poussière et la glace pour traverser l'espace sans être remarqué. Je ne sais pas ce qui va arriver. Certains pensent que ce sera la fin, d'autres espèrent un nouveau commencement. Pour ma part, je me prépare intérieurement. Je mets ma foi dans le Christ, parce que si quelque chose d'aussi colossal se produit, il faudra être prêt spirituellement, pas seulement matériellement. Le plus étrange dans tout cela, c'est que la vie continue comme si de rien n'était. Les dirigeants pourraient savoir que tout va basculer, et malgré tout ils nous demandent de continuer à travailler, de payer nos factures, de faire comme si de rien n'était. Une partie de moi trouve cela terrifiant, mais l'autre se dit que la vérité finit toujours par éclater. Et peut-être qu'un jour, très bientôt, l'humanité lèvera les yeux et comprendra enfin ce qui se cache derrière cette comète qui n'en est peut-être pas une. Les premiers paquets de télémétrie provenant des observatoires orientés vers le Soleil commencent à arriver et les données ne ressemblent à rien de ce que les spécialistes avaient enregistré jusqu'ici. Pendant son approche du périhélie, Troie et Atlas auraient dû suivre une trajectoire hyperbolique parfaitement prévisible. Au lieu de cela, l'objet a montré une accélération non gravitationnelle nette et continue dans une direction opposée à la pression du rayonnement solaire. Ce détail a provoqué l'inquiétude des analystes, car aucun corps naturel ne se comporte ainsi. Au même moment, plusieurs instruments ont détecté un changement dans le spectre de la lumière réfléchie. La couleur apparente de l'objet a brusquement évolué, comme si sa surface utilisait un procédé encore inconnu. Les spécialistes ont vérifié toutes les causes naturelles possibles et rien ne correspond. Ni la dilatation thermique, ni un dégazage soudain, ni une interaction magnétique. Comme si l'objet se transformait de lui-même. Le détail le plus troublant est arrivé peu après. La queue de poussière qui suivait l'objet a pivoté presque complètement, comme si une force invisible venait de la rediriger. Les modèles utilisés pour prédire le comportement des comètes ne s'appliquent plus. Les équations s'effondrent et les simulateurs donnent des résultats incohérents. Pendant longtemps, les chercheurs ont refusé l'idée que cet objet interstellaire puisse être autre chose qu'un bloc de matière gelée. Désormais, les données sont là et elles ne peuvent plus être ignorées. Troie et Atlas n'est pas seulement en train d'accélérer. Il effectue des manœuvres. Dans plusieurs observatoires, certains astrophysiciens ont cessé d'alimenter leurs comptes publics. Les centres de communication officiels ont réduit leur mise à jour. Les agences spatiales restaient déjà silencieuses, mais depuis que les images haute résolution auraient été capturées, le calme est devenu absolu. Aucune confirmation, aucune dénégation. Rien. Ce silence intrigue autant qu'il inquiète. Troie et Atlas ne réagit plus comme une simple pierre glacée. On dirait un objet actif, conscient de sa trajectoire, capable de corriger sa course. À mesure qu'il émerge des reflets du Soleil, il se dirige vers une zone où la Terre pourra enfin l'observer sans interférence.
Beaucoup ont commencé à se demander ce qui vient réellement vers nous et depuis combien de temps cela nous observe. Dans cette histoire, certains personnages s'imaginent que le monde n'est pas prêt, que les institutions cachent des choses, que personne ne veut voir la vérité. Ils pensent qu'il ne reste que quelques mois avant une rencontre historique. Ils croient qu'un retour est en cours, que l'univers n'est pas silencieux, et que quelqu'un arrive. Pour l'instant, personne ne sait ce qui se cache derrière cette trajectoire impossible. Peut-être un phénomène physique inconnu. Peut-être la preuve que nous ne sommes pas seuls. La réponse approche, lentement, comme un visiteur qui aurait mis des millénaires à trouver notre soleil. Et si ce moment n'était pas une menace mais le début d'une nouvelle histoire pour l'humanité? Une histoire où l'inconnu n'est plus lointain mais enfin devant nous. Je regardais des informations à propos de Troie et Atlas et une idée m'est venue. Je me suis demandé si cet objet pourrait être l'astéroïde mentionné dans la Bible sous le nom d'Absinthe, le fameux Wormwood. La Bible dit que le troisième ange sonna de la trompette et qu'une grande étoile, brûlante comme une torche, tomba du ciel. Elle s'abattit sur le tiers des fleuves et des sources d'eau. Le nom de cette étoile était Absinthe et le tiers des eaux devint amer. Beaucoup de gens moururent après avoir bu cette eau devenue empoisonnée. En observant Troie et Atlas, les spécialistes affirment qu'il est venu d'au-delà du système solaire, qu'il traverse l'espace comme un visiteur imprévisible et que personne ne sait vraiment s'il se désintégrera ou s'il continuera sa route vers l'intérieur du système. Certains disent qu'un objet comme celui-ci pourrait provoquer des dégâts considérables s'il venait à croiser l'orbite terrestre. D'autres imaginent qu'il passera sans laisser de traces, comme s'il n'avait jamais existé. Pourtant, dans l'esprit de certains observateurs, la comparaison avec les anciennes prophéties est troublante. Ils débattent, comparent les signes, cherchent des réponses. Alors la question revient. Et si cette étrange pierre venue de l'espace n'était pas seulement un rocher gelé mais un avertissement digne des récits anciens? Peut-être qu'il n'en restera qu'un simple passage dans les archives scientifiques. Les anomalies observées jusqu'ici à propos de Troie et Atlas sont troublantes. Sa trajectoire rétrograde est alignée à moins de 5 degrés du plan des planètes autour du Soleil. Les astrophysiciens ont calculé que la probabilité qu'un tel alignement se produise n'atteint même pas 0,5%. Pendant les mois de juillet et d'août 2025, l'objet a montré un jet dirigé vers le Soleil. Ce phénomène ne provenait pas d'un simple effet d'optique. Contrairement aux comètes habituelles, cette queue semblait se dresser dans la mauvaise direction. Son noyau est gigantesque. Il est 1 million de fois plus massif que celui de Oumuamua et 1000 fois plus massif que celui de Borisov. Il se déplace aussi plus vite que ces deux voyageurs connus. En combinant ces données, les scientifiques estiment que cette configuration a moins d'0,1% de chance d'exister. Comme si l'objet n'était pas seulement étranger au système solaire mais étranger à toute logique statistique. Son moment d'arrivée paraît calculé avec une précision déconcertante. Il est passé à quelques dizaines de millions de kilomètres de Mars, de Vénus et de Jupiter. Au même instant, la Terre se trouvait dans une position qui rendait l'objet pratiquement invisible au moment de son périhélie. La probabilité que tout cela se produise naturellement descend à un infime 5 millième de %. Certains astronomes en sourient, d'autres évitent de commenter, mais tous constatent la même chose. La coïncidence dépasse l'entendement. Les échantillons spectroscopiques ont révélé encore autre chose. Son panache gazeux contient beaucoup plus de nickel que de fer. Ce rapport est typique des alliages fabriqués par l'industrie humaine. Le rapport entre le nickel et le cyanure dépasse tous les objets connus, même Borisov, et la probabilité d'une telle composition reste sous la barre d'1%. À cela s'ajoute la faiblesse extrême de l'eau dans sa composition. À peine 4% de sa masse. Cela contredit presque tout ce que l'on sait des comètes ordinaires. Les instruments ont aussi capté une polarisation négative jamais observée auparavant, même avec les autres visiteurs interstellaires. Cela ressemble à une signature qui n'appartient pas à la nature telle que nous la comprenons. Il existe un autre détail qui pousse certains chercheurs à frissonner. Troie et Atlas arrivent de la même région du ciel que celle d'où provenait le fameux wow signal. L'écart atteint moins de 10 degrés.
Une coïncidence supplémentaire dans une liste déjà longue. Près de son passage le plus proche du Soleil, l'objet s'est mis à briller avec une rapidité anormale, plus vite que toutes les comètes répertoriées. Il semblait même plus bleu que le Soleil. Les poussières rendent normalement les objets plus rouges, pourtant Troy Atlas défie cette règle. En observant sa trajectoire, les spécialistes ont déduit qu'il subit une accélération qui n'est pas due à la gravité. Une telle poussée nécessiterait l'évaporation de plus de 10% de sa masse. Pourtant les premières images prises après le périhélie ne montrent aucun signe clair d'une telle perte. À la fin, une conclusion s'impose. Soit nous observons l'un des objets naturels les plus rares de tout l'univers, un visiteur improbable qui cumule des caractéristiques presque impossibles, soit nous sommes face à quelque chose que l'astronomie moderne n'a jamais connu. Certains chercheurs restent silencieux. D'autres en rêvent la nuit. Personne ne peut affirmer ce qu'est Troy Atlas. Mais une chose est sûre, cet objet remet en question tout ce que nous pensions savoir sur les voyageurs interstellaires et peut-être sur notre place dans le cosmos. Je pense que si Atlas était réellement un vaisseau spatial, il n'y aurait probablement pas la panique mondiale que l'on voit dans les films. Une grande partie de la population continuerait simplement sa vie comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Au fond, que pourrait-on faire d'autre? Imaginons que ce soit un vaisseau extraterrestre, qu'il atterrisse sur la Terre et qu'il établisse un contact officiel. Et après? Devrais-je abandonner tout ce qui se passe dans ma vie, arrêter de travailler et rester 3 semaines devant un écran en attendant que les gouvernements tentent de s'organiser? Si je cesse de travailler, qui paie mes factures? Je me retrouverai sans ressources un mois plus tard. Ce serait complètement irréaliste. La vérité, c'est que la vie continuerait malgré tout. Un vaisseau venu d'ailleurs ne signifie pas forcément destruction ou fin de l'humanité. Ce serait passionnant, historique, bouleversant intellectuellement, mais dans la pratique, la grande majorité d'entre nous n'aurait aucune implication directe. Les communications, les décisions et les analyses seraient entre les mains des gouvernements, des scientifiques, des militaires. Le reste du monde observerait la situation à distance, sans vraiment pouvoir intervenir. Pourtant, si ce jour arrive, j'espère qu'un premier contact nous unira enfin en tant qu'espèce. Aujourd'hui, les nations s'opposent, les peuples se divisent, et l'humanité ressemble souvent à une famille incapable de vivre sous le même toit. Il faudrait qu'un choc venu de l'extérieur nous pousse à regarder dans la même direction. Le simple fait de savoir que nous ne sommes pas seuls changerait la manière dont nous nous percevons. Peut-être que les frontières auraient moins de valeur. Peut-être que nos querelles paraîtraient soudain insignifiantes. Certaines personnes rêvent d'un monde transformé dès l'annonce d'un contact extraterrestre. D'autres imaginent la peur, l'agitation, la violence. Moi je pense qu'au bout du compte, le quotidien nous rattraperait. Les gens se lèveraient le matin pour aller travailler, préparer les repas, s'occuper de leurs enfants, gérer leurs problèmes habituels. L'extraordinaire se mêlerait au banal. La vie ne s'arrêterait pas. Elle prendrait simplement une nouvelle dimension, silencieuse, profonde, comme un rappel que l'univers est plus vaste que nos petites querelles. Voilà mon avis. La découverte d'une autre civilisation ne marquerait pas la fin de nos vies. Ce serait peut-être le début d'une nouvelle étape. Et si cette étape peut enfin nous rassembler, alors ce serait la plus grande avancée de toute l'histoire humaine. J'observe ce truc depuis des mois et je reviens toujours à la même idée. Si Troy Atlas n'était vraiment qu'une autre comète, la NASA publierait des photos partout. Ils seraient fiers de la montrer, de se vanter des découvertes, d'expliquer à tout le monde ce qui la rend spéciale. Mais ils ne le font pas. Ils restent silencieux. Trop silencieux. Et ce silence dit tout. On s'est moqué de moi quand j'ai dit ça il y a des mois. On m'a traité de fou ou de parano. Et pourtant voilà où nous en sommes. Cet objet n'agit pas comme une comète. Pas du tout. Si c'en était une, il se comporterait comme tel. Ce n'est pas le cas. Il ne fait pas de sursaut lumineux, il ne perd pas de matière comme il devrait, sa courbe de lumière ne correspond pas, sa queue ne colle pas. Rien ne correspond.
Et ce qui est ironique, c'est que chaque fois que quelque chose n'entre pas dans les petites cases qu'on apprend à l'école, tout le monde se précipite pour lui coller un nom familier juste pour arrêter de réfléchir. Appelle ça une comète, un astéroïde, n'importe quoi qui empêche les gens de poser de vraies questions. Si ça marche comme un canard, c'est un canard. Si ça ne marche pas comme un canard, alors peut-être que ça n'en est pas un. Logique simple. Mais dès qu'il s'agit de l'espace et des agences gouvernementales, cette logique disparaît. Il se cache derrière des mots comme classification, analyse des données ou calendrier de diffusion. C'est n'importe quoi. S'il n'y avait rien d'étrange dans cet objet, il le montrerait tous les jours. Ce qui me frappe le plus, c'est la fermeture d'esprit. Nous vivons à une époque où nous pouvons littéralement photographier des trous noirs et cartographier des exoplanètes à des années-lumière. Mais quand quelque chose d'inhabituel entre dans notre propre système solaire, tout ce qu'on obtient, c'est du silence. Ce n'est pas de la science. C'est du contrôle. Il ne s'agit pas de panique ou d'extraterrestres. Il s'agit de curiosité. Il s'agit d'obtenir de vraies réponses au lieu d'être traité comme si on ne pouvait pas supporter la vérité. Peut-être que c'est naturel, peut-être que ça ne l'est pas, mais je suis fatigué qu'on me dise d'arrêter de poser des questions. Donc oui, je suis frustré. Je suis en colère. Pas parce que je crois avoir toutes les réponses, mais parce que je vois comment le système fonctionne. Il se moque de toi, te traite de fou, reste silencieux, puis passe à autre chose dès que la prochaine distraction arrive. Je vais continuer à observer. Je vais continuer à poser des questions. Parce que quelque chose dans Trois-Yatla ne colle pas. Et je me fiche du nombre de gens qui lèvent les yeux au ciel. Le silence de ceux qui en savent le plus est la réponse la plus bruyante. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.